Entre Victor Hugo et Voltaire, j'ai envie de vous faire entendre un auteur qui s'appelle Jacques Lacan. Et pas pour des choses qui sont dans le commerce en général, mais pour un petit texte qui est passé inaperçu, que j'ai publié il y a 20 ans, et qui est constitué par les notes que mon ami François Regnault a pris d'une conversation, d'une admonestation que m'a faite le docteur Lacan. François était là. Non, il n'a pas pris des notes pendant. Il a retenu les choses et il est rentré chez lui et il a mis ça par écrit et il me l'a donné. J'ai gardé ce manuscrit pendant des années. Et comme j'en ai fait la confidence, je l'ai déjà faite par écrit, je la refais ici. Chaque année, je relisais ça et ça me mettait les larmes aux yeux de penser ce que le docteur Lacan avait fait pour moi là. La leçon qu'il m'avait donnée de politique. Au moment où j'étais, c'était sans doute 1972, mai 68 était fini, mais nous étions à nous donner à plein un certain nombre dans des organisations politiques, et pour moi, c'était la gauche prolétarienne, si ridicule que ça puisse paraître de loin. Et en effet, les prolos de Dole, les cheminots de Dole, je dois bien reconnaître que, quelle que soit ma bonne volonté à militer avec eux, ils ne me reconnaissaient pas comme un des leurs, ils m'appelaient le bourgeois. Mais ça ne me décourageait pas. Donc, au moment où Lacan arrive, et François, je vous passe ces morceaux, François le décrit, arrivant, fatigué de sa journée de travail, il était déjà âgé, enfin il était déjà âgé. Il avait l'âge que j'ai maintenant. Il avait l'air plus fatigué que moi. Et François le décrit. Alors, la situation, il semble que j'ai écrit un article, je ne me souviens absolument pas duquel, un article où je parle au nom de la masse populaire et bon, et Lacan prend les choses à partir de là. Donc, moi, ayant maintenant l'âge que Lacan avait, je vais lire ce qu'il m'adressait. Il est évident à tous, rien n'est plus évident, que la masse qu'allègue votre article joue ici le rôle du maître, du signifiant maître. Que croyez-vous là qui se renouvelle, sinon ce qui fut toujours, et sous d'autres noms autrefois, la République, le roi. En son nom qui conserve inchangeable l'ancienne place où se tient le discours perpétuel, vous tenez le discours à présent dit de la masse. En son nom, vous perpétuez le discours perpétuel. Cela est évident à tous. D'un côté, tout autre en apparence, quelle révolte faites-vous valoir? Vous et ceux qui vous accompagnent ou qui vous suivent, quel êtes-vous perçu par ce qui, ni peuple ni masse, reçoit à bon droit le nom de populaire? Le populaire vous perçoit comme des révoltés. Et comme il ne se connaît pas de révolte, il prend votre révolte comme révolte bourgeoise, comme révolte de privilégiés. Car que faites-vous, que pouvez-vous même faire, sinon, à part du populaire, à l'écart du populaire, et dans le choix des révoltes de privilégiés, exprimer l'une d'entre elles par la voie la plus classique, et pourtant bourgeoise et privilégiée, solitaire. J'ai, moi, une autre façon de passer ma révolte,
aussi de privilégiés. J'ai, moi, une autre voie, et il y a pour vous, vous devriez le vouloir, une autre voie de passer votre révolte de privilégiés. La mienne, par exemple. Je regrette seulement que si peu de gens qui m'intéressent s'intéressent à ce qui m'intéresse. Et il poursuit ainsi. Que voit le populaire en vos manigances? Qu'au fond, vous voulez une police pudique. L'Angleterre, depuis quelques siècles, l'Angleterre a fort bien résolu la question. Sa police fait le travail sans bavure, et le citoyen peut se tenir content de n'entendre jamais parler d'elle. Et ce que vous voulez au fond, c'est une police sans bavure. Vous et les vôtres reprochez à la police d'être sortie de ce à quoi elle est d'ordinaire cantonnée, d'avoir montré le bout de son essence. J'ai vu, au moment de la libération, j'ai vu, et je me le rappellerai toujours, au moment où les guignols d'alors faisaient les grands réconciliés, et je te pardonne moi, et je te passe ceci, et cela ne les empêchait pas de se tirer tous dans les pattes, tous. J'ai vu la police, qui venait de faire le travail des Allemands, soutenir de son Orphéon les nouvelles réunions euphoriques, et Claude Bourdet, et X, et tous les autres paradant devant, et derrière eux, l'Orphéon de la police, soufflant dans ses tubas, derrière eux, en train précisément de les enculer. Il reprit. Hegel n'est pas allé très loin pour dire que la police est l'essence de l'État. Rien d'autre que cela, et cela depuis toujours et nécessairement. Oui, c'est bien porté aujourd'hui de critiquer tel ou tel au nom de « c'est de l'essentialisme », parce qu'on voudrait que tout soit relatif. Eh bien, Lacan était là pour rappeler que dans la condition humaine, si je puis dire, il y a un certain nombre de contraintes qui ne cessent pas de s'écrire et qui déterminent une nécessité. Et que ces nécessités, il faut les connaître, faute de quoi on se cogne et on se fait très mal et on dérape. Et il y a un essentialisme nécessaire et la psychanalyse, précisément, il faut croire la discipline qui est capable de le rappeler aujourd'hui, où les historiens sont devenus tous relativistes. Lacan en vint alors à une autre essence des choses. On est en 1972. Mao est vivant. Il nomma l'argent. 1917, la Révolution d'octobre. La Chine. Et pourtant rien d'autre en tout cela que le signifiant maître absolu, l'argent. Je me disais, il est fou. L'argent à Pékin? L'argent. Le signifiant maître ici comme ailleurs. Le capitalisme universel à Pékin même, rien ne compte que la reconnaissance de cette marque. Et puis, quelque chose pour l'URSS. Staline était un brigand. C'était un brigand. C'était une canaille. Et c'était de plus un lâche foncier. Mais notez que Louis XIV ne valait pas plus cher. Je l'ai vu dans l'interview de Joukov récemment paru dans Le Monde sur l'attitude de Staline au téléphone lors de la déclaration de guerre de l'Allemagne à l'URSS et son hésitation à répondre, son incertitude sur ce qui devait être fait, non pas dans l'heure même, ni dans la minute même, ni même dans la seconde, mais dans sa pensée instantanée, montre qu'il était foncièrement lâche. Sans doute, de temps en temps,
un Lénine en 1905-1917, et la Chine peut-être aussi aujourd'hui, mais la Chine, vous l'avouerez, a tout de même un autre passé. De temps en temps, il y a un trou dans l'éternel recommencement, et il est amusant de profiter de ce trou-là, et dans le jeu de la machine, d'inventer le nouveau. Et je ne vous empêcherai pas de le faire, si cela vous amuse, Jacques Alain. Mais de toute façon, vous échouerez. Vous échouerez car l'histoire depuis toujours tourne en rond. C'est la structure. Pourquoi échouerai-je? Parce que je suis une personne seule ou parce que je suis moi? Alors Lacan hésita un instant à répondre, non pas qu'il ne connût la réponse, dit François Regnault, mais parce qu'il hésitait à la dire, et en un sens, elle était inattendue. Les deux, répondit Lacan, et il ajouta, vous êtes mince, je vous l'ai écrit, j'ai ainsi terminé en vous l'écrivant, et pourquoi ne pas aussi finir par là en vous le disant? Dites-vous que vous êtes mince, plus mince que moi, et je le suis déjà assez. Et François Regnault le décrit, s'effaçant, partant, il nous dit au revoir, ou ne nous le dit pas, je ne sais. Était-ce avec son corps ou sans son corps, je ne sais. Ayant dit la vérité, je le sais. Merci.